Mesdames, Messieurs, chers amis culturels, bonjour. Rencontre avec une émission produite par la librairie des Dépêches de Brazzaville, espace culturel qui nous accueille pour ce numéro. Aujourd'hui, nous avons pour invité d'honneur l'écrivain congolais Emmanuel Dongala et quelques intervenants, mieux un panel de la crème culturelle dans le domaine des arts et des lettres. Je ne suis pas seul animateur, mais je suis avec Sauve Gérard Ngoma Malanda, présentateur de l'émission Cultura à Télé Congo. Sauve, bonjour. Bonjour, Christian Martial Post. Et tout de suite, si tu peux présenter la bibliographie de l'auteur. Voilà, de la bibliographie de l'auteur, donc Emmanuel Dongala, nous retiendrons Un fusil dans la main, un poème dans la poche, un roman donc paru aux éditions Albert Michel en 1974. C'est le prix Ladislas Normandie, traduit donc en allemand, portugais, hongrois et néerlandais. Jazz et vin de Palme, c'est un recueil de nouvelles paru donc aux éditions Hachemont de Noir en 1982, réédité en 2002 aux éditions Le Serpent Noir et Le Serpent à Plume en 1996 également. Le Feu des Origines, un roman paru aux éditions Albert Michel en 1987. Le Serpent à Plume, donc la réédité en 1998. C'est le prix Charles Holman, Fondation de France, en 1988. Et Grand Prix littéraire de l'Afrique noire en 1988. Ce roman est traduit en danois, en espagnol et en norvégien. Les petits garçons naissent aussi des étoiles, paru aux éditions Le Serpent à Plume en 1998. Prix RFI, Témoin du monde, 1998. Johnny Chaméchian, roman, il est paru aux éditions Le Serpent à Plume en 2002. Et d'Emmanuel Dongala, on connaît d'autres écrits. Des poèmes ont été donc publiés dans différentes revues et anthologies. Et de l'auteur, nous dirons qu'il vit aux États-Unis, où il est professeur de chimie à Simmons Rock College, dans le Massachusetts, et professeur de littérature africaine francophone à Bard College dans l'État de New York. Voilà, Christian Martial, ce que nous pouvons retenir tout de suite d'Emmanuel Dongala. Oui. Brèvement, la présentation de nos intervenants. Voilà, donc nous avons deux plateaux, Christian Martial Post. Je commencerai tout de suite par Atondi Momon-Jolekas, qui est avec nous, enseignant au département de littérature africaine. Nous avons monsieur Gokama, qui est directeur ici au Dépêche. Nous avons également le professeur André Passion Bokiba, qui est avec nous, un intervenant. Le professeur Antoine Hila, également tout à côté de moi, nous avons donc Matondo Kubuture, qui est également enseignant au département de sociologie à l'université Marengwabi. Nous avons monsieur Jean-Blaise Bilombo, poète et producteur, donc aujourd'hui, qui s'est lancé dans la cinématographie et qui fait du bon travail dans ce sens. Nous avons également, Apollinaire Singubasega, qui est journaliste, critique et éditeur, parce que c'est les éditions Lemba. Dongala est là, en face de vous. Vous avez eu cette chance de lire ces livres. Alors, si question à poser il y a, ce serait laquelle, oui? Oui, je commencerai d'abord par parler du premier roman, Un fusil dans la main et un poème dans la poche. Et j'ai été très frappé par deux choses. La première, c'est que il y a là l'ascension d'un monsieur du maquis qui prend le pouvoir et qui se transforme en dictateur. Ça rappelle un peu l'itinéraire de certains États africains. Pourtant, il y a eu des Sékou Touré. Et finalement, Emmanuel, c'est pas beaucoup d'optimisme sur ce qui se passe en Afrique, même s'il s'agit, n'est-ce pas, de romans, c'est-à-dire de l'imaginaire. Oui, Emmanuel. Oui, d'abord, je vous remercie d'avoir bien voulu m'inviter ici avec toutes les personnes qui vont m'interroger. Ce sont tous des amis, donc je suis très heureux d'être ici parmi eux. Alors, pour venir à la question de Lecas, il faut replacer ce livre dans son contexte. Ce livre a été écrit quelques années après les indépendances. Nous sommes de cette génération-là, ce qui ne nous rajeunit pas trop, mais enfin... c'est un livre que j'ai écrit à une époque où nous y croyions, où nous avions la foi, voyez. Les indépendances étaient là, nous croyons que vraiment nous allions changer le monde, que l'histoire était de notre côté. Donc c'est un livre que j'ai écrit au premier degré, sans aucune distance, avec les tripes si vous voulez.
Et avec ce feu, cette passion que nous avions tous à l'époque, et finalement, comme la fin du livre l'indique, hélas, tout ce que nous avons rêvé, la plupart de ce que nous avons rêvé ne s'est pas réalisé. Voilà. Et des enchantements. Oui, mais le désenchantement aussi, c'est Johnny chien méchant. Parce que là, on est en pleine guerre civile, la jeunesse est embarquée, les jeunes sont devenus des assassins, même si ça se termine par une note un peu optimiste, parce qu'il y a une fille qui naît qui s'appelle Kiese. Décidément, quand vous tâtez la politique, quand vous essayez de faire des clins d'œil, mais au demeurant, vous êtes un lecteur plutôt critique. Oui, Johnny, c'est mon dernier livre, c'est tout à fait autre chose. Vous voyez, on a parlé d'un fusil dans la main, un poème dans la poche tout à l'heure. Quand le livre a été réédité 30 ans après le 30e anniversaire, je me suis cru obligé d'écrire une préface pour le replacer dans le contexte pour les jeunes générations. Alors, quelle est la différence avec Johnny? Dans un fusil dans la main, il y avait cet espoir. Nous avions l'espoir, nous croyions que le monde allait changer. Et puis, cette époque-là, dès qu'on sortait de l'école, on était sûr d'avoir un métier. Quand on était bachelier, c'était quelque chose. Hein. Licencié, n'en parlons pas. Et tandis que Johnny, c'est tout à fait autre chose. Nous sommes en face d'une jeunesse qui n'a jamais connu l'espoir, vous voyez, qui est née dans ces années où l'Afrique a commencé vraiment, franchement, à dégringoler, le chômage, l'éducation qui a périclité, etc. Et aujourd'hui, on a beau avoir un baccalauréat, un diplôme, c'est pas sûr qu'on ait un métier. Vous voyez, donc c'est ça la génération de Johnny, la génération qui a donné ces enfants perdus, ces enfants soldats, qui ressemblent plutôt à une génération spontanée parce qu'on ne sait pas où ils ont eu leur éducation. Enfin bref, des enfants dont on a volé la jeunesse. Voilà la différence. Or nous avions une jeunesse, on avait un espoir, on avait un futur, on n'avait pas qu'un futur, on avait un avenir. Donc voilà la différence avec la génération de Johnny. Oui, mais je voudrais pas parler trop longtemps, mais c'est quand même un cercle vicieux. Quand on prend un fusil dans la main et un poème de la poche, l'autre jeunesse, c'était celle qui a été pleine d'enthousiasme. Oui. Celle-là, elle s'illustre quand même par des actes assez crapuleux, tout de même. Oui, tu parles de quelle jeunesse? Mais oui, non, mais Johnny, je viens d'expliquer. C'est une jeunesse qui n'a aucun espoir, comment, c'est quoi la culture, c'est quoi? La culture se transmet de génération en génération. Les jeunes, maintenant, c'est nous qui leur léguons la culture, la jeunesse moderne. Or, nous les adultes, comment nous nous conduisons? Regardez comment nous vivons. Regardons comment nous gérons nos affaires. Regardez comment nous gérons le pays. Regardez comment nous nous comportons socialement. Des pères irresponsables qui font une kyrielle d'enfants et abandonnent les enfants aux pauvres mamans qui se débrouillent, etc. C'est ça la culture que nous leur transmettons. Donc la jeunesse en soi, bien sûr, on dit que la jeunesse c'est l'avenir d'un pays, mais la jeunesse en soi n'est pas une vertu parce que on peut être jeune et, excusez-moi le mot comme disait Aragon, on peut être jeune et c'est 3 points de suspension. Oui. Donc voilà. Et ils grandissent dans cette culture que nous leur transmettons maintenant. Ils sont cooptés et donc si on continue sur ce chemin-là, on risque de ne pas s'en sortir bientôt. On peut être enfant sans enfance. Sauf Gérard, vous avez avec vous Matondo Kubutouré, oui.
Donc, je disais tout à l'heure que Matondo Kubuture était enseignant donc, au département de sociologie, mais il est davantage un passionné de littérature et un homme de théâtre. Et donc, sur ce plateau, avec l'auteur ici, Emmanuel Dongala, Matondo Kubuture a une préoccupation et tout de suite, je m'en vais lui donner la parole. J'ai deux questions à poser à Emmanuel Dongala, mais deux questions en une en fait. Vous n'utilisez pas la littérature comme un instrument de promotion personnelle, pourquoi? Pourquoi? Parce que la littérature n'est pas un instrument de promotion personnelle, c'est tout. Et puis, excusez-moi, la littérature, c'est autre chose, vous voyez. Il faut être honnête avec le lecteur. Un romancier, du moins, en tant que romancier, quand j'écris un livre, ce n'est pas pour faire passer mes idées, mon petit agenda, mon petit programme politique, faire de la propagande, attaquer, prendre de parti. C'est pas du tout ça la littérature. L'écrivain est là pour prendre un personnage, le mettre dans une situation et voir comment il réagit. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal pour écrire Johnny. J'ai eu beaucoup de mal parce que c'est des événements que j'ai vécus. J'ai tout perdu. On m'a pillé. J'ai eu des parents tués, assassinés. Je connais des amis très proches qui ont été violés. Un cousin à moi a perdu son enfant dans quand ils sont revenus de Brazzaville, etc., etc. Donc, ça m'a touché de très près. Comment écrire un livre quand on a vécu ces événements à ce sujet-là? Donc voilà. Donc c'est ça la littérature. Comme un écrivain n'est pas un historien, un écrivain n'est pas un journaliste, un chroniqueur. Il fait tout à fait autre chose. Il m'a donc fallu quitter le pays physiquement, cette distance qui m'a permis de regarder d'un peu plus loin. Et j'ai laissé passer un an ou 2 ans pour pouvoir écrire ce livre. 2 ans parce que ça m'a permis de me calmer un peu, de n'être plus en colère. Mais 2 ans, mais pas 3 ans, parce que si j'avais attendu 3 ans, ma colère allait un peu disparaître et je n'allais pas écrire un livre aussi passionné. Donc, la littérature, c'est ça. Vous prenez des personnages, vous montrez comment ils vivent, comment ils réagissent, comment ils souffrent, comment ils aiment. C'est un métier. Ce n'est pas ce que fait l'historien, ce n'est pas ce que vous trouverez dans les statistiques de l'ONU, ce n'est pas ce que vous trouverez chez un chroniqueur. Voilà. Non, je le disais parce que beaucoup de vos collègues, les Senghor, les Césaire, etc., finalement ont utilisé la littérature comme un tremplin pour avoir des situations sociales d'un certain niveau, etc. C'est un jeu qui peut être très intéressant, quand même. C'est peut-être l'inverse. C'est peut-être parce qu'ils étaient déjà des hommes politiques et qu'ils ont peut-être eu l'idée de faire passer certaines idées par la littérature. J'en sais rien. Mais non, je pense qu'un écrivain doit être honnête avec le lecteur, et je crois que c'est cette honnêteté qui est la vertu, j'espère, est ma vertu. Voilà. La deuxième question, toute petite. Quand on fait un panorama de vos œuvres depuis les années 70, depuis Un fusil dans la main, on a l'impression que de temps en temps, vous fuyez le Congo, vous placez vos scènes au Libéria, aux États-Unis, etc., etc. Avez-vous peur qu'on vous considère comme un écrivain de clocher? Oh non, pas du tout peur. Ceux qui me connaissent savent que j'ai vécu ici. Si je suis parti, si j'ai quitté le Congo, c'est pas pour des raisons politiques, c'est pas pour peur de quoi que ce soit. C'est tout simplement parce que j'avais tout perdu. Et tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai perdu mes livres, j'ai perdu ma maison, ma voiture, etc. Et à plus de 50 ans, quand j'ai quitté ici, 52, 53 ans,
je me suis dit, il était peut-être temps que j'aille finir ma carrière ailleurs dans de meilleures conditions. Non. Je n'esquive pas le Congo. Je ne cite pas nommément le Congo dans mes livres parce que je veux qu'il ait un caractère un peu, comment dirais-je, que un lecteur de Côte d'Ivoire ou de n'importe où au monde puisse se situer par rapport au livre. Le seul livre où j'ai vraiment décrit, parler du Congo, où on peut même lire une topographie de la ville, c'est mon livre Jazz Event Palm. Et ce livre-là, je l'ai écrit étant au Congo, sous mon nom, et à une époque où la censure était rude, si vous savez, et le livre a été censuré par le PCT pendant... La censure n'a été levée que après la conférence nationale. Donc, c'est pour vous montrer que je n'ai pas peur d'écrire ce que j'ai envie d'écrire. Et en fait, ça doit être ça, un écrivain. Si vous commencez à vous auto-censurer, vous ne direz jamais la vérité. Et cette honnêteté dont j'ai parlé tout à l'heure, vous risquez de ne pas l'avoir. Voilà, Christian Martial Pos, vous avez M. Ngakama avec vous. Nous sommes ici dans la librairie des Dépêches de Brazzaville. Vos pages culturelles d'ailleurs font honneur dans la promotion des écrivains congolais également. Alors, il est là, Dongala, certainement. Vous devrez avoir des préoccupations. Deux petites. La première, en 30 ans, lorsqu'on prend 73, parution du premier roman jusqu'à 2002, vous avez donc publié 5 livres. On peut dire que vous n'avez pas beaucoup écrit. Oui, c'est vrai, je n'écris pas beaucoup. Je prends mon temps. Je sais pas. J'essaie de faire de telle sorte que le livre précédent ne ressemble pas au livre suivant. Voilà. Donc, j'ai eu beaucoup de difficultés à écrire mon deuxième livre. C'est pour ça que entre les deux, j'ai écrit ce recueil de nouvelles là. Donc, je ne suis pas un écrivain qui sort un livre tous les 2 ans. Je prends mon temps. Bon, là, Johnny est sorti, ça fait déjà 3 ou 4 ans, je crois. Et là, je suis en train de terminer mon prochain livre. J'espère qu'il sortira en 2008. Vous faites du théâtre aussi. Oui. Qu'est-ce qui explique ce lien? Qu'est-ce que vous recherchez dans le théâtre finalement? Non, mais je n'écris pas mes livres pour le théâtre. Quand je fais du théâtre parce que je fais du théâtre aussi. J'écris aussi pour le théâtre. Mais non, c'est que c'est normal, quand il y a une œuvre qui intéresse quelqu'un, il le prend et il veut le valoriser dans la formule dans laquelle il se sent le plus à l'aise. Donc, si un comédien lit Johnny Chien Méchant ou je sais pas moi une nouvelle de Jazz Event de Palm, mais il pense que il peut bien faire en mettant ça sur scène, il le fait. Si c'est un cinéaste, il dit bon, je vais adapter ça au cinéma. Et c'est comme ça que ça marche, et tant mieux. Est-ce Emmanuel Dongala, l'écrivain tout court, ou bien l'écrivain africain Dongala, ou bien l'écrivain francophone? Qui est-ce qui écrit? Non, c'est moi, c'est Dongala qui écrit, l'écrivain qui écrit. Maintenant, si vous me demandez de me définir si je suis écrivain congolais, écrivain africain, etc., bon, je dirais tout simplement que je suis un écrivain congolais, je suis un écrivain africain, et si mes livres sont bons, il sera lu dans le monde entier et on me considérera comme un écrivain tout court. Mais je revendique mon origine d'écrivain congolais et africain. Sauf Gérard, oui, Bokiba aussi certainement a eu à lire les livres d'Emmanuel Dongala. Vous connaissez très bien donc l'œuvre d'Emmanuel Dongala et pour sûr, vous avez quelques préoccupations à aborder, professeur. Oui, je vais rebondir sur les questions qui ont été posées par M. Gankama. Je voudrais rappeler qu'il y a eu le 6 mars 2007 un manifeste qui a été signé par 44 écrivains sur pour la littérature monde en français. Alors, je voudrais savoir comment Emmanuel Dongala se détermine par rapport à ce manifeste-là. Ensuite, je lui poserai une autre question. C'est toujours intéressant ce qui peut attirer l'attention sur la littérature. On en a parlé, donc c'est une bonne chose pour la littérature. Mais moi, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça.
j'écris, je fais de la littérature, voilà. Et si mon livre est bon, ben, il sera lu dans le monde entier. Et chez les anglo-saxons, ce problème ne se pose pas parce que, en fait, c'est typiquement français, même pas, c'est typiquement germano-pratais, c'est-à-dire de Saint-Germain-des-Prés, ce genre de truc, vous voyez. Parce que le prix Goncourt est limité à des éditeurs français et en France. Tous les grands prix français, le Renaudot, le Femina, le Médicis, le Goncourt, c'est des éditeurs français qui publient en France. Mais si vous prenez le monde anglo-saxon, c'est totalement différent. Le Booker Prize, qui est, si vous voulez, le Goncourt de là-bas, c'est ouvert à tout écrivain du Commonwealth. Que vous publiez au Nigeria, en Nouvelle-Zélande, au Canada, etc., votre livre est sur la liste. Donc, je n'en fais pas un problème. J'écris mes livres tranquillement. S'ils sont bons, on le lira au Japon, en Norvège, en Thaïlande, etc. Une autre question sur laquelle je voudrais que vous donniez une réponse, c'est celle de votre rayonnement, justement, à travers la traduction, comme le présentateur tout à l'heure l'a dit. Paul Valéry disait qu'une œuvre ne peut durer que dans la mesure où elle répond non pas aux attentes de l'écrivain dès le départ, mais qu'elle continue de répondre aux attentes des lecteurs postérieurs, des lecteurs dans notre siècle. Et bon, évidemment, le temps historique n'est pas homogène. Hein. Nous vivons tous aujourd'hui le 1er août 2007, mais il est évident que le temps historique des uns et des autres sur cette planète n'est pas le même. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est vos ouvrages sont traduits et abondamment traduits. Quel peut être l'intérêt, et là je fais peut-être appel à votre pressbook, quel peut être l'intérêt d'un japonais, d'un suédois, d'un allemand, d'un grec à lire Dongala, écrivain congolais, toute prétention d'exotisme est mise à part. Voilà. Ben c'est ça qui fait la beauté de la littérature. On ne sait pas, on écrit son livre. J'ai écrit Les petits garçons naissent aussi des étoiles ici à Brazzaville. Je vivais à l'université. Hein, et quand j'ai appris que ça a été traduit en hébreu, c'était ma grande surprise, je m'y attendais pas du tout. Donc c'est ça l'alchimie ou la magie de la littérature. Quand elle est bonne, elle transcende et ça fait vraiment plaisir. Peut-être que parce que finalement, après tout, les histoires que nous racontons, je pense que nous sommes tous des hommes. L'humanité finalement a un fond commun qui est là. Que vous racontiez votre histoire à Mosaka, à Makwa, à Boko, n'importe où. Quelqu'un, quelque part, trouvera une résonance et voilà, il se mettra à le lire. Mais qu'est-ce que vous disent vos lecteurs, justement, si tant est qu'ils vous disent quelque chose, de quelle résonance vos livres, ce lecteur, grec, japonais, qu'est-ce qu'il trouve, si vous avez pu avoir un retour, un feedback, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ah oui, ça c'est vrai. Mais chacun dit des choses différentes. Donc, prenons juste un exemple. Le feu des origines, par exemple. Les lecteurs danois et norvégiens, ils m'ont dit que ça leur rappelait la saga. Une saga, c'est-à-dire une histoire qui se passe sur plusieurs générations. Par contre, un lecteur japonais qui m'a dit, alors j'ai pas très bien compris ce qu'il voulait me dire. Il me dit que dans le feu des origines, c'est un peu comme les maisons japonaises là, avec les faux murs là, les faux. Quand vous ouvrez, vous soulevez un mur, il y a quelque chose derrière encore, qui se cache derrière. Il m'a expliqué ça, j'ai pas très bien compris, mais voilà ce qu'il tentait de m'expliquer pourquoi le livre a eu un succès. Et ça fait tellement plaisir de débarquer dans une ville comme Tokyo et voir à côté de Gabriel Garcia Marquez, 100 ans de solitude, le feu des origines de Dongala, ça vous fait un petit pincement au cœur quand même. Voilà, merci professeur Bokiba. André, Christian Martial Post, vous avez donc Singwase avec vous. Je le signalais tout à l'heure que Singwase était journaliste et critique, poète, éditeur
Et il a également une préoccupation, peut-être quelques préoccupations avec lui. Ok, donc voilà, ça vient de le dire, vous êtes journaliste, vous êtes critique. Alors, votre regard sur l'œuvre de Dongala? Apparemment, lorsqu'on regarde les publications de Manuel Dongala, à commencer par les titres, on s'interroge. Et on a quelque part une réflexion un peu énigmatique. Alors moi je me demande, et je demanderais même à Dongala, qu'est-ce qui se cache derrière ces titres? Ou qu'est-ce que Dongala veut révéler à travers ces titres? Il faut donc lire le livre pour voir ce qu'il y a derrière le titre. Mais c'est très important de trouver un bon titre, hein, un bon titre qui attire le lecteur. Vous avez par exemple Mongo Betty a écrit l'un de ses derniers livres qui s'appelle Trop de soleil, tue l'amour, c'est ça? Trop de soleil, tue l'amour. Il m'a dit que c'était pas lui qui a trouvé le titre, c'était son éditeur, mais c'est un très beau titre, par exemple. Donc, malheureusement, les titres ne sont pas copyrighted, ne sont pas. C'est-à-dire, on peut vous piller un titre et c'est voilà. Pas voilà. Enfin, donc, on essaie de trouver le titre qui va attirer le lecteur. Hein, c'est tout ce que je peux vous dire. À moins qu'il y ait quelque chose qui se cache derrière cette question. Je crois que vous l'avez dit vous-même qu'il faut lire le livre, il faut lire donc le roman. Effectivement, lorsqu'on lit le roman, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de clichés tirés à la politique, des slogans, quelque part liés à la tradition, comme dans Le Feu des Origines. Et est-ce que on peut penser qu'écrire quelque part peut être un aveu d'impuissance? D'impuissance? Ah. D'impuissance? Non. Enfin, impuissance. Vous voulez dire, on remplace l'action par la parole, donc par l'écrit, c'est ça? En quelque sorte, et puis révéler sa pensée politique. Ah, mais bon, d'abord, je vous ai dit clairement que moi, écrire, être romancier, ce n'est pas une question de révéler mon opinion politique. Je révèle mon opinion politique dans les articles que j'ai écrits. J'ai beaucoup écrit dans la Semaine africaine. J'ai beaucoup écrit. J'ai fait des essais. Là, oui, là, je suis un citoyen comme les autres. J'ai mon opinion politique et j'ai mes passions. Mais quand je fais de la littérature, c'est rien de politique. C'est vraiment des personnages qui vivent. Hein. Donc voilà. Donc je ne pense pas que ce soit un acte d'impuissance d'écrire. Si vous me comparez si vous comparez l'écrivain à un homme d'action politique, c'est tout simplement leurs buts sont différents. L'homme politique est un homme d'action qui veut réaliser des choses pendant son mandat, dit voilà ce que j'ai fait, etc., etc. Tandis que l'écrivain, lui, c'est tout à fait autre chose. C'est une réflexion sur le monde, montrer comment nous vivons, etc. Donc, c'est sa façon de travailler, c'est sa puissance, justement. Et parlant des puissances, quelquefois, c'est qu'écrit l'écrivain, un livre peut être plus puissant qu'un discours politique, qu'un acteur politique. Parce que vous savez, il y a des civilisations qui se sont bâties sur les livres. Hein. Il y a des civilisations qui se sont bâties sur la Bible. Il y a des civilisations qui se sont bâties sur le Coran, sur la Bhagavad Gita, etc., etc. Donc le livre, l'écrit peut être quelque chose de très puissant, mais je ne pense pas que ce soit un aveu d'impuissance. Oui, Apollinaire. Voilà, vous avez encore une question, oui? Je voulais un peu qu'il nous parle un peu de son rapport avec la tradition, parce que jazz et vin de palme, on retrouve quelques symboles liés à la tradition, comme le vin de palme, selon notre tradition ici. Vous avez dans Le Feu des Origines, Mandala qui est né, parce qu'on a mis le symbole de palme. La tradition, c'est-à-dire, je fais référence à des choses que je connais, à des choses qui nous sont communes. Donc, il y a quand même, l'écrivain puise quand même dans un fond imaginaire qui est là. Je ne crée pas ma littérature ex nihilo, du néant. Donc, je puise dans ma tradition et ce que j'écris avec ce que les autres écrivains congolais écrivent
plus tard, vont enrichir ce fonds imaginaire que d'autres écrivains exploiteront plus tard. La génération suivante exploitera. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve ce que vous appelez les symboles de la tradition, le vin de palme, etc. Oui, merci. Alors, Sauf Girard, vous êtes avec Ila. Antoine Ila, oui. Donc, M. Antoine Ila est enseignant à l'Université Marien Ngouabi au département de littérature africaine. Il est docteur en littérature comparée et professeur, vous travaillez donc sur le thème du pouvoir dans une perspective pluridisciplinaire. Vous connaissez très bien l'œuvre d'Emmanuel Dongala et il a avec vous certainement quelques préoccupations. Merci. Emmanuel Bouzeki Dongala, votre œuvre est féconde et même originale. Et cette originalité, je l'observe à travers la place qu'occupe la nouvelle. Vous avez dit dans une interview que vous avez accordée à Bernard Magnier que la nouvelle était un genre majeur. Je vous le concède. Et alors, mais est-ce que votre œuvre romanesque n'est pas un retentissement, une amplification esthétique et littéraire de la nouvelle? C'est la première question. La deuxième question porte sur le fait des origines. J'ai entendu Bongolo parler de ce roman remarquable, mais est-ce que ce roman n'est pas chez vous l'expression d'un enracinement et d'un réenracinement? Je voudrais que vous répondiez à ces deux questions. J'en ai une troisième. D'accord. Bon. La première question, c'était déjà... c'était sur quoi déjà? Sur la nouvelle. Oui, la nouvelle est un genre majeur, surtout dans les pays anglo-saxons. Hein. Tous les grands écrivains anglo-saxons ont soit débuté par la nouvelle ou, plus tard, en ont publié. Et donc j'aime beaucoup ce genre-là. Mais c'est pas du tout le genre du roman. Hein. La nouvelle, comme je l'ai dit quelque part, est au roman ce que la prose est à la poésie. Voyez, la nouvelle est plus courte, plus concentrée, plus directe. On peut pas faire de trop longs développements, etc. Tandis que le roman, c'est une œuvre de longue haleine. Quelquefois, on prend 2-3 ans, surtout pour moi qui écris lentement, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, c'est deux choses tout à fait différentes. Et il y a des situations où vous vous sentez à l'aise pour l'écrire, de décrire en tant que nouvelle, et d'autres, vous dites, ah tiens, je peux prolonger ça et en faire un roman. Et il y a des gens qui ont transformé leur nouvelle en roman aussi, hein, il faut savoir. Bien, maintenant, la deuxième question, c'était le pouvoir, c'est ça? Répétez. Non. La deuxième question, c'était à propos de Mandela Mankunku. Oui, enracinement, réenracinement. Oui. Donc, ce livre-là est assez particulier dans mon travail parce que à un premier niveau de lecture, c'est simple. Hein, c'est l'histoire de quelqu'un qui est né avant les indépendances, traverse les indépendances, vit les combats coloniaux. D'accord, on peut lire ça comme un roman historique sur l'Afrique. Voilà, point. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Ça me revient maintenant ce que le japonais là m'avait dit, qu'il y a des faux murs, parce que vous soulevez, derrière il y a autre chose. En fait, dans ce roman, ma quête principale, c'était la recherche de la connaissance dans le feu des origines. C'est pour ça que l'on parlait de tradition tout à l'heure. Je me suis dit, comment une société traditionnelle, parfaite en ce sens que nos sociétés traditionnelles étaient bâties de telle sorte que si vous retranchez quelque chose, ou si vous ajoutez quelque chose, ça allait s'écrouler, parce que tout était à sa place. Mais comment une telle société parfaite peut progresser, faire des progrès, ajouter à la connaissance, évoluer? En fait, en gros, c'est ça le feu des origines. Comment ce petit Mandela Mankunku amène peu à peu la connaissance à sa société et la transforme sans que cette société soit totalement détruite. Mandela Mankunku, c'est aussi la quête de l'absolu.
d'une certaine manière, non? Ça fait partie de la quête de la connaissance. Alors, oui, justement à propos de ce personnage emblématique, il y a quelque chose qui m'a vraiment surpris, intéressé, émerveillé, c'est la couleur de ses yeux. Ses yeux sont verts, je crois. Oui. Comme Ndundu chez Chikao Temsi. Mais justement, cette couleur, cette dimension chromatique des yeux, qu'est-ce que cela signifie? Parce qu'il y a très peu d'Africains qui ont les yeux verts, n'est-ce pas? Et non, l'idée m'est venue, on avait un oncle qui avait les yeux verts et on le prenait pour un sorcier. Vous voyez, on avait peur de lui. Et donc voilà, l'idée des yeux verts m'est venue de là. Et ça caractérise bien Mankoukou. Quand il y a quelque chose d'étranger, quelque chose de nouveau dans une société, on s'en méfie, on a peur. Justement, donc j'ai utilisé cette étrangeté, cet enfant hors norme, justement, pour être le catalyseur de la transformation de cette société-là. Je ne sais pas si j'ai encore du temps, un peu de temps. Oui, justement, c'est à propos de cette œuvre qui est la vôtre, qui est féconde, de un fusil dans la main, un poème dans la poche, à Johnny Chien Méchant, en passant par Jazz Vin de Palme, Les petits enfants naissent aussi des étoiles. Il y a comme une constante. Il y a la libération, il y a l'émancipation et aussi la révolte. Mais je suis tenté de dire que lorsqu'on examine Chien Méchant, j'ai lu des extraits et puis des commentaires là-dessus, j'ai le sentiment de penser à Nietzsche. Nietzsche disait « Le malheur de l'homme, c'est d'avoir été enfant ». J'ai comme l'impression que lorsque vous touchez du doigt, comme on dit, les dictatures africaines, c'est toujours chez les dictateurs une enfance ratée. Est-ce que ce n'est pas censé de le dire? Oui, mais justement, ce qui arrive aux enfants comme Johnny, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on leur a volé leur jeunesse. Vous voyez, un enfant doit grandir normalement, apprendre auprès des adultes. Je ne connais pas une société où un enfant grandit tout seul sans bénéficier de l'expérience des adultes. Et donc, pour revenir à votre citation de Nietzsche, le malheur c'est d'avoir été enfant. Moi, je dirais plutôt, le malheur c'est de ne pas avoir été enfant, de ne pas avoir vécu sa jeunesse. Emmanuel Bouzeki Dongala, la production littéraire, c'est aussi bien la conjonction de diverses cultures. Vous êtes de formation francophone, anglophone, congolaise et centrafricaine. Est-ce que votre œuvre n'est pas une postulation de cette universalité, le refus d'être autarcique, de se replier sur soi-même? J'en ai terminé. C'est ça l'intérêt de l'imaginaire d'un écrivain, c'est puiser à toutes les sources, faire prendre des voies transversales. C'est ça qui enrichit tout ça, et je suis effectivement très content d'avoir accès à toutes ces connaissances, toutes ces cultures, et lire une autre langue que la sienne, comprendre, parler d'autres langues que la sienne, vous ne pouvez pas savoir ce que ça vous apporte. Merci professeur. Christian Martial Pos, vous êtes avec donc Jean-Blaise Bilombo-Samba. Jean-Blaise Bilombo-Samba est donc poète et directeur de Mediafrique Production, et il a surtout un sens très aigu de l'analyse. Il connaît très bien également l'œuvre d'Emmanuel Dongala, des préoccupations également à son endroit. Puiser, il a dit si bien, puiser à toutes les sources. Vous êtes poète et producteur également. Il est là, voilà. Bonjour Emmanuel. Mais Emmanuel, il y a quelque chose que nous partageons ensemble, c'est d'être sur les versants et littéraires et scientifiques à la fois. Alors j'aimerais commencer par te demander comment fonctionne cette dimension binaire chez toi, d'être à la fois et scientifique et littéraire, dans la création. Oui, c'est ça. L'erreur que nous faisons souvent, c'est d'opposer les deux, hein, un peu comme le tiers exclu d'Aristote, si je peux parler comme ça. Il y a une chose, il y a autre chose, il n'y a rien entre les deux. Non, en fait, pour moi, la science et la littérature, disons en général l'art, c'est les deux côtés d'une même médaille. Parce que la science, c'est quoi? C'est une recherche de la connaissance.
Vous voulez apprendre quelque chose, rechercher la connaissance, mais d'une façon plus rationnelle, plus réfléchie, plus technique, si vous voulez. Tandis que dans l'art, c'est toujours la recherche de la connaissance, mais d'une façon plus spontanée, plus holistique, comme on dit ces jours-ci, plus totale, plus globale. Donc voilà, pour moi, en fait, c'est... Vous regardez une étoile, par exemple, c'est beau, vous pouvez en parler en tant que poète, mais vous pouvez aussi en parler en tant que physicien, ce qui se passe, la beauté des réactions chimiques à l'intérieur d'une étoile. Donc tout ça, pour moi, c'est la même chose et je ne les oppose pas. Ok, tu as une relation électrique très prononcée avec la poésie, notamment avec les poètes grecs, je le sais, Séphéris, Yanis Ritsos, et tu as publié aussi quelques poèmes dans la revue Europe et ailleurs. Et peut-on penser que cette relation pourrait se continuer jusqu'à la production d'une somme achevée de poésie? Oui, c'est vrai que j'aime beaucoup la poésie et je pense que je suis encore l'un des rares personnes qui achètent de la poésie, parce que ça s'achète plus. Donc, oui, j'ai publié des poèmes par-ci, par-là, mais je ne pense pas que je sois vraiment un bon poète. J'ai écrit des bons poèmes qui ont été publiés, etc. Mais écrire ici et là quelques bons poèmes ne fait pas de vous un poète. Donc, hélas, je n'ai pas encore publié un recueil de poèmes et je ne pense pas en publier de sitôt. Enfin, beaucoup de tes textes se prêtent à la mise en scène, notamment tes nouvelles, La cérémonie, Le procès du père Likibi. Le feu des origines aussi a été mis en scène et nous apprenons que Johnny Méchant va être porté à l'écran. Alors, que t'inspire cette audience, j'allais dire, esthétique et civique aussi intense? Oui, c'est une bonne chose. Mais en fait, la consécration pour l'écrivain, c'est le livre. Son livre sort, il est bien accueilli, il a des lecteurs, voilà, ça suffit pour un écrivain. C'est la consécration. Maintenant, s'il y a d'autres choses en dessus, si on en fait un film, si on scénarise ça, ça c'est, comment on dit, les cerises sur le gâteau, vous voyez, ça fait du bien. Donc, je n'écris pas mes livres pour être ensuite adapté ou quoi, mais quand c'est adapté, je suis heureux. Et effectivement, Johnny Méchant ne va pas être film, est déjà un film. Enfin, le tournage est terminé, c'est un montage en ce moment et j'espère que début 2008 il sortira. Et beaucoup de mes nouvelles ont été adaptées sur la scène, et ainsi que mes romans, comme tu as dit. Donc voilà, je suis très content. Et tu as écrit aussi ce texte, La femme et le colonel. Oui, j'écris aussi. Oui, mais ça c'est le théâtre. Oui, je fais aussi du théâtre. Vous savez, pendant longtemps à Brazzaville, j'avais une troupe de théâtre. Je ne sais pas si vous de l'Éclair. Depuis 1981, oui. Oui, si vous vous souvenez du trio qu'on appelait Somado à l'époque. Sony, Dongala et Matondo qui est là, on était très présents sur la scène. Je continue à écrire du théâtre en ce moment. La pièce dont tu parles, La femme et le colonel, il y a une troupe congolaise qui est au Massa, à Abidjan en ce moment. Oui. Et en ce moment précis, heureuse coïncidence, il est en train d'être joué en Italie, monté en Italie en langue italienne. Chers téléspectateurs, merci. Ainsi donc s'achève cette émission Rencontre avec. Nous avions pour invité d'honneur Emmanuel Dongala, l'écrivain congolais.